Un nombre phénoménal de citoyens n'a toujours pas pris conscience que la robotisation permet la suppression de personnel tout en assurant la même productivité et même une productivité décuplée. Avec l'avantage d'éviter grève, maladie, chômage. N'a pas pris conscience non plus que le monde du travail paraît bien compromis. L'agent ouvrière en perdra ses valeurs, oubliera son savoir-faire, ne saura plus la beauté du geste, la qualité de ses créations, la fierté du travail accompli. Elle aussi, pour l'argent qu'elle n'aura jamais, cultivera la paresse au lieu de sa dignité. Alors, il ne faut plus défiler pour revendiquer ou conserver des droits soi-disant acquis en agitant des drapeaux, des banderoles, en chantant sur des accompagnements de grelots, de sifflets, de cloches à vaches ou de casseroles, en rigolant, en participant à une sorte de fête dérisoire, en mangeant des merguez. L'ouvrier doit marcher en étant sérieux, déterminé, méchant, très méchant, carrément. Quand il fait grève, il doit faire grève, solidaire des autres corporations, jusqu'au bout. Car c'est seulement ainsi que les dirigeants nantis lâcheraient du lest. Le courage de ces dirigeants n'ira jamais jusqu'à faire le travail des autres, ni leur compétence à faire fonctionner des robots et encore moins à les réparer. Voilà. Le pouvoir politique tient l'homme en esclavage. Voilà. Des lois sont même édictées qui interdisent, sous peine de sanctions, pouvant aller jusqu'à la peine de mort, mais oui, dans certains cas, le droit de désobéissance. Savez-vous cela? Le savez-vous? Les citoyens voulant s'opposer aux abus du pouvoir doivent se constituer en association, une seule association, de façon à lutter en nombre par le verbe et la violence si nécessaire. Cette violence qui n'est en aucun cas l'apanage des dirigeants. Un homme seul ne peut pas agir, il ne peut que penser. Le pouvoir politique est avant tout un pouvoir économique, ce qui constitue la manière idéale d'exploiter et d'asservir l'homme. Les dirigeants politiques ne défendent pas souvent la liberté du citoyen, pratiquement jamais. Ils défendent leurs propres intérêts en instaurant entre le citoyen et eux des systèmes policiers et juridiques. La matraque, les balles en caoutchouc, ou quelquefois réelles, c'est arrivé. Les jets d'eau et les gaz asphyxiants sont les réponses ordinaires du pouvoir aux gens du peuple lorsqu'ils réclament plus de justice. Pourtant, les gens au pouvoir devraient normalement ne pas le détenir, mais le représenter, ce qui est différent auprès des citoyens qui les ont mis là où ils sont, et veiller au respect de la loi. Mais en fait, les pays dits démocratiques emploient l'arme redoutable du chômage, déjà sur leur propre sol, et en commerçant avec des nations qui exportent des objets manufacturés et fabriqués par des personnes en esclavage et même de jeunes enfants, violant quotidiennement et de façon éhontée les droits de l'homme. Sale bête. Voilà.
L'État peut aussi acheter la liberté de certains individus qui acceptent tout ce qu'il leur dicte en échange d'un confort matériel, une place de ministre, un poste important pour un scientifique, le pactole pour un journaliste, mais aussi des indemnités de chômage, bon ouais, presque aussi élevées qu'un salaire pour certains professionnels de la paresse. Des primes d'insertion, de réinsertion, de clochardisation, et ceux-là, on les rencontre plus fréquemment dans les manifestations de rue pour défendre des droits soi-disant acquis que pour réellement chercher du travail. Ils sont d'ailleurs reconnaissables du fait que lorsqu'ils se heurtent à une rangée de CRS, habillés comme des soldats du Moyen-Âge, équipés de gourdins et de boucliers, leur principal courage consiste à jeter leurs pancartes dans les caniveaux et se réfugier sous les porches des immeubles. Ce sont les dépendants du gouvernement, les esclaves volontaires, ceux qui constituent la majorité française actuelle. Le pouvoir achète. Alors, on se réfugie dans l'indignation, qui est une sorte de colère née de ce qui semble malhonnête, odieux, injuste. Mais ce sentiment n'est qu'un réflexe spontané, individuel, pouvant résulter de n'importe quelle prise de position. On peut l'adapter à toutes les certitudes, toutes les opinions. L'indigné réagit à des faits sans chercher à savoir comment ils ont été provoqués. L'indigné porte un jugement qu'aucune réflexion ne saurait modifier. Il a toujours raison, quel que soit le sujet de l'indignation. L'indigné est en colère de ce qu'il voit au lieu de ce qu'il devrait voir. L'indigné possède sa raison d'être, ne reconnaît pas son impuissance, ne se révolte pas puisque son indignation ne l'engage à rien d'autre que d'être indigné. L'indigné ne fait pas bouger les choses, il se plaint seulement que les choses ne bougent pas. Sa conscience n'est perturbée d'aucune interrogation, car il ne raisonne pas. Les indignés peuvent parfois se retrouver plusieurs milliers à protester tout en étant chacun habité du sentiment d'être seul. L'indignation n'est pas une révolte, elle est improductive, elle donne bonne conscience et permet de s'endormir sur de bons sentiments, et pendant que les indignés dorment, les calculateurs agissent. Les scandales d'État. Homme politique, de droite ou de gauche, il est très difficile d'inquiéter ces gens en place, fussent-ils responsables des plus énormes scandales. Je ne donnerai ici qu'un seul exemple de ce monde du scandale où la Bibliothèque nationale ne suffirait pas à stocker tous les ouvrages qui y sont consacrés. Dans l'affaire du sang contaminé, où des milliers de flacons ont été utilisés pour des transfusions, en sachant qu'ils étaient pollués à des patients si confiants dans le système intouchable de la santé publique, leur inoculant la mort, 3 personnalités politiques sont directement responsables de ce crime. Un des 3 malfaiteurs a réussi à se faire oublier. Le deuxième, une femme, ex-ministre et ex-responsable de la Croix-Rouge, s'est éclipsée sur la pointe des pieds. Quant au troisième, il a toujours déclaré qu'on ne l'avait pas mis au courant du danger. Qu'un ministre ne sache pas ce qui se passe dans son propre ministère, voilà qui est particulièrement inquiétant. En fait, en disant cela, il veut se donner bonne conscience, à supposer qu'il en ait une. Il se moque ouvertement des électeurs et prouve irréfutablement que certains individus se trouvent au-dessus des lois. Sa vie ordinaire ne semble pas altérée. Il ne connaît pas la tempête sous son crâne d'œuf, qu'il continue d'exhiber aux 4 coins du pays, et même du monde, en tant que ministre des Affaires étrangères, sans remords et sans honte, sans peur, mais pas sans reproche.
sachant que ce dossier sera classé sans suite et que l'on trouvera toujours des pigeons pour régler une note éventuelle. La violence. Partout, la violence est abhorrée. Partout, elle est présente. Avant d'en arriver à la violence, des coups, qui est la preuve de la déraison, il existe l'échange d'idées qui possède toujours en soi la solution des problèmes, même si cet échange verbal est parfois violent. Mais on constate que la violence a souvent valeur de droit. C'est ainsi qu'un peuple violenté est contraint de se mettre en état de légitime violence. Quand toutes les formes de discussion ont échoué et qu'il n'existe plus d'autre solution pour préserver son intégrité physique ou morale, si les lois ne sont pas justes, respectueuses de la liberté ou qu'elles émanent d'un régime totalitaire. L'opposition à l'oppression est légitime, c'est même un devoir. L'État peut être amené à utiliser la violence quand il s'agit de protéger la société en cas d'attentat terroriste, par exemple, mais cette violence prouve une faiblesse, celle de n'avoir pas prévu ce déferlement en ayant permis l'entrée d'individus dangereux et non recensés sur le territoire. Je condamne la violence, mais je sais que je peux être forcé de l'utiliser comme une arme de défense, de dernier recours, si je laisse se développer autour de moi, à cause de mon imprévoyance, des violences qui menacent ma dignité et ma liberté.